Bonsoir, mon nom est Pascal Navarro. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette émission 40 ans de Conseil. C'est une émission où on souligne les 40 ans du Conseil du statut de la femme et où on va en profiter pour débattre et pour réfléchir sur la condition des femmes et sur l'égalité. On va le faire à travers le biais de discussions avec nos invités en studio, mais aussi avec vous parce qu'on a été vous rencontrer dans la rue. Notre collaboratrice Léa Streliski est allée vous poser des questions avec des vox pop, donc qui vont porter sur les thèmes qu'on va aborder. Et vous pouvez aussi le faire par le biais des réseaux sociaux, commenter, donnez-nous vos idées et tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous passe par la tête pendant cette émission. Donc, je vous souhaite la bienvenue, mais avant de commencer, on va regarder ce qu'ont été les 40 dernières années en matière de conditions féminines. Si le mouvement féministe a traversé les époques, les années 60 lui ont donné des ailes. Les femmes veulent l'égalité entre les genres et réclament haut et fort leur liberté. Elles souhaitent reprendre le pouvoir sur leur corps. De nouvelles lois autorisent la contraception et ouvrent le chemin vers la décriminalisation de l'avortement. La Québécoise mariée n'est plus considérée comme une mineure. Elle a un statut juridique et peut signer un contrat ou exercer une profession sans l'accord de son mari. L'entrée massive des femmes sur le marché du travail bouscule l'équilibre social. C'est la naissance des garderies publiques et l'apparition du congé de maternité. Au Québec, le mouvement féministe s'organise. En 1973, le Conseil du statut de la femme est mis sur pied pour conseiller le gouvernement et informer les Québécoises de leurs droits. Marie-Claire Kirkland-Casgrain est la première Québécoise élue députée, puis nommée ministre. Lise Payette devient la première ministre de la Condition féminine. Dans les années 70, de nouvelles revendications font leur apparition. Avec la montée du syndicalisme, on commence à parler d'équité salariale. Cette lutte ne sera qu'en partie gagnée au milieu des années 90 grâce au travail acharné des militantes et à la complicité des politiciennes. La loi sur le patrimoine familial est promulguée en 1989. En cas de séparation, le patrimoine est maintenant divisé à parts égales entre les conjoints. La même année, la tragédie de l'École polytechnique est un électrochoc pour la société québécoise. Un malaise s'installe au sein du mouvement et le féminisme se fait plus discret. À l'aube du millénaire, les femmes se questionnent sur les défis de la conciliation travail-famille. L'État offre des services de garde à prix modique et le congé de maternité, alors très court, devient une assurance parentale de plusieurs mois. Bien qu'une femme soit pour la première fois première ministre du Québec, les femmes n'occupent que le tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Depuis 40 ans, elles peuvent compter sur le Conseil du statut de la femme pour veiller au respect de leurs droits. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'égalité des sexes? Alors voilà pour un survol historique vraiment très concentré. Je vous présente nos premières invitées. Donc, Julie Méville-Dechaine, vous êtes présidente du Conseil du statut de la femme. Si je ne me trompe pas, vous êtes la 8e présidente depuis 1973. En effet. Alexa Conradi, vous êtes la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Bonjour. Bonjour. Rachida Asdouz, vous êtes psychologue, vous êtes attachée à l'Université de Montréal et vous êtes aussi spécialisée en relations interculturelles. Bonjour. Et Françoise David, vous êtes députée de Gouin, vous êtes députée pour Québec solidaire, dont vous êtes aussi porte-parole, et vous avez été la présidente de la Fédération des femmes du Québec il y a quelques années. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à toutes d'être là. Julie, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vu ça? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce court résumé survol? Et surtout le chemin parcouru, parce que à l'époque, au début du Conseil du statut de la femme, en 1973, il n'y avait pas de garderie publique, il n'y avait pas de congé de maternité, l'égalité de droit n'était même pas atteinte, il y avait des lois discriminatoires. Bref, on a fait un chemin énorme, les femmes. Mais c'est vrai aussi, on le dit à la fin de votre document, qu'il reste encore des enjeux importants. La conciliation travail-famille, les femmes sont encore celles qui font le plus les tâches à la maison. Il y a aussi des différences de salaire hommes-femmes, des professions qui ne sont pas ouverte aux femmes. Mais en général, il faut le dire, on n'est plus où on était en 1973. Oui. Et une des grandes victoires qui n'a peut-être pas été dite là, c'est que les femmes forment maintenant 60% des étudiants à l'université. Donc, on a investi les universités et je crois qu'il faut le dire, ça aussi. Tout à fait. Françoise, vous, qu'est-ce qui vous frappe? Bien, tout à fait d'accord avec Julie. Moi, je dirais qu'il y a aussi une petite absence. On ne peut pas tout dire, là, j'imagine. Non, effectivement. Mais tout le combat qui a été fait pour éliminer les violences faites aux femmes, qui a quand même débouché sur un resserrement du code criminel. On ne peut plus battre sa femme. C'est un crime. Moi, quand j'étais jeune... Non, mais quand j'étais jeune, on appelait ça des chicanes de famille et la police ne s'en mêlait pas. Donc là, il y a une grande avancée et il y a des maisons d'hébergement, il y a des centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, mais il y a un mais là aussi, c'est un combat qui est loin d'être terminé.
Rachida? Ben moi, ça me rappelle, ce que ça m'inspire, c'est le devoir de mémoire. Je trouve qu'un travail de rétrospective comme celui-là est important parce que c'est important de se souvenir. Le devoir de mémoire est important justement parce qu'on a l'impression, et on pourrait avoir l'impression que tout est acquis. Et acquis à tout jamais. Alexa? Quand j'ai vu qu'on disait qu'on voulait reprendre le contrôle de nos corps, je me suis demandé, est-ce que c'est le cas qu'on a réussi à reprendre le contrôle de nos corps, c'est-à-dire sur nos corps? J'ai pensé aux publicités sexistes, j'ai pensé à l'image corporelle, j'ai pensé à toutes les formes de contrôle aujourd'hui qui ne s'exercent pas sur une base légale ou pas sur une base institutionnelle, mais qui rentrent quand même dans l'esprit. Donc, j'ai pensé à ça. Puis j'ai vu aussi au cœur des luttes féministes des dernières années, des 15-20 dernières années, ont été la pauvreté et la précarité des femmes. Et que là-dessus, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On a amélioré la situation pour les mères monoparentales, les mères au niveau de la conciliation travail-famille, par exemple, les congés de maternité, les garderies et compagnie. Mais la précarité demeure maintenant encore et toujours un problème assez important pour les femmes. Alors, je vous invite à visionner un premier Vox Pop où on va entendre ce que les gens ont à dire sur leur vision du féminisme. Allons-y. Moi, quand je pense au féminisme, je pense plutôt à ma grand-mère et les femmes de cette génération-là qui se sont battues pour les droits qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Est-ce qu'on vit dans une société qui est complètement égalitaire de nos jours au Québec? Malheureusement, non. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences, justement, entre la France et le Québec? Il y a des problèmes dans les deux pays, peut-être de façon différente, mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, je pensais qu'il y avait un rapport plus égal, justement, entre les hommes et les femmes. C'est quand je suis sortie de la maison au milieu du travail que j'ai appris vraiment qu'il y avait du sexisme. Dans les couples, par exemple, il y a les tâches qui sont toujours réservées aux femmes et les tâches qui sont réservées aux hommes. Quand je me suis mariée, il y a plusieurs années, mon mari devait signer pour moi quand je fais un prêt, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tant mieux. Je trouve qu'il y a quand même du chemin qui a été fait, mais pas complètement. Par exemple, les salaires. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi avec, par exemple, la charia, des choses comme ça. Il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Quel serait le plus grand progrès qu'on a fait dans le siècle dernier où il y a en 100 ans? C'est la formation. Je pense que les femmes sont allées à l'école, à l'université, ont pris leur place dans le monde du travail. J'imagine que le féminisme a poussé vers l'éducation que moi, je puisse avoir, aller à l'université, pouvoir lire un journal. Je sais qu'avant, les femmes ne pouvaient même pas faire ça. Moi, je dirais que l'éducation, je trouve que c'est une partie importante du féminisme. L'accessibilité aux femmes, à l'éducation, au marché du travail va se refléter encore plus dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? Qu'est-ce que ça suscite comme réflexion? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? Ben, écoutez, d'abord, je suis assez impressionnée. Vous avez des gens qui avaient une idée intéressante du féminisme et qu'il n'y avait pas beaucoup de stéréotypes là-dedans. Le féminisme, ça fait penser à notre grand-mère. Ça, on l'entend beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut un peu, entre guillemets, rajeunir le discours, changer la façon d'exprimer des idées qui, somme toute, quand même, sont là depuis des décennies. Mais il y a encore des féministes, mais effectivement, on a tendance à associer les grands combats aux années 70. Oui, mais on peut être fier de sa grand-mère aussi. Je pense qu'elle avait l'air très fière de sa grand-mère. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ce que le défi, c'est de se dire, avec les autres femmes, là, que oui, ça a été le combat de nos mères et de nos grands-pères, ça dépend quel âge on a, mais c'est un combat d'aujourd'hui aussi. Et qu'il faut mener avec des jeunes femmes. Et moi, je ne suis pas certaine qu'il faut juste changer le discours. En fait, je dois vous dire, je l'avoue humblement, que ça fait 30 ans que j'entends qu'il faut changer le discours. Ça fait 30 ans que j'entends que c'est donc dommage, les jeunes femmes ne sont pas féministes. Puis à chaque fois, je dis, mais moi, je suis devenue féministe, j'avais 32 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être que quand on a 18 ans, quand la vie est bonne pour nous, on est à l'école, ça va bien, si on a un chum, il est fin, bon, etc., on se demande peut-être pas si on a besoin d'être féministe. Souvent, moi, j'ai remarqué que ça vient un peu après. Quand là, on se coltaille avec le marché du travail, la conciliation travail-famille, les tâches ménagères, et puis, évidemment, dans un certain nombre de cas, les problèmes de rapports inégalitaires, de violence, etc. Quand on rentre dans les rôles sociaux, finalement, c'est un peu ça. On a entendu plein d'étudiantes féministes qui ont été actives durant la grève étudiante, qui ont témoigné justement des expériences qu'elles ont eues autour de la grève. Et elles ont dit
dit parfois que la place qu'elles avaient dans les luttes, dans les décisions politiques, dans l'influence, elles disaient qu'il y avait là encore du chemin à faire. Donc, je pense que parfois, on a l'impression que ça, c'était des débats que des femmes ont faits il y a 20 ans, mais peut-être c'est des débats qui doivent constamment être faits parce qu'on n'a pas complètement défait les rapports de pouvoir et de la place que les femmes peuvent prendre. Donc, il y a toute une génération de jeunes femmes en ce moment qui se réclament du féminisme, qui sont actives sur la préservation d'un bien commun, qui sont actives sur un ensemble de sujets, y compris l'accessibilité aux études. Donc, je découvre une génération de jeunes féministes qui ont 18-20 ans. Rachida, si je vous demandais à vous, quelqu'un arrive de l'étranger et vous devez lui décrire le mouvement féministe au Québec, qu'est-ce que vous lui dites? Ben, je vais vous étonner parce que je lui décrirai quelque chose qui ne lui sera pas du tout étranger. Je décrirai le féminisme comme une démarche politique, une démarche qui est citoyenne, donc collective, et qui vise l'égalité. Je pense que d'où qu'on vienne, ça n'est pas surprenant. Je ne pense pas que des gens me disent « mais c'est épouvantable ». Donc, ce qui me surprend, moi, dans le Vox Pop, c'est que dans les deux Vox Pop, je rejoins un peu Françoise qui dit « j'en ai marre qu'on parle de changer le vocabulaire », c'est que la difficulté, c'est qu'on énumère les acquis, et on constate qu'ils sont fragiles et qu'on pourrait les perdre, mais on a beaucoup de difficultés à reposer la question du féminisme ou la question de l'égalité autrement. Dire est-ce que ce sont les mêmes questions qui se posent autrement ou est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux puis lesquels? Et je crois que c'est là qu'on a un travail, je pense, à faire, de reformuler et de reposer, pas seulement de l'habillage sémantique, de changer les termes, mais de reposer la question du féminisme et de l'égalité des sexes aujourd'hui. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on parle de discrimination systémique et du fait que les femmes ont un salaire souvent moins élevé en arrivant sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on continue à le dire? On le dit, bien sûr. Mais est-ce qu'on essaye de trouver des stratégies pour combattre ça? Par exemple, apprendre, nous les femmes, à mieux négocier. Parce que je ne vous dis pas que c'est la seule raison, mais en effet, pour toutes sortes de raisons, on négocie mal. Alors donc, il faut aussi prendre ça en compte et se dire, est-ce qu'on pourrait, nous... Oui, ça s'apprend. Oui, il y a des outils à donner aux femmes pour qu'elles deviennent meilleures négociatrices. Et ça, pour moi, c'est une façon de changer un peu le paradigme et de dire, oui, on n'est pas impuissante face à ça, on peut changer les choses. Mais il y a un système aussi. Il y a un système. Je ne nie pas qu'il y ait un système. Comme je vous dis, je crois effectivement que l'employeur qui est devant nous a tendance pour une femme à offrir moins. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un système, mais je pense que nous ne sommes pas impuissantes face à ce système. C'est ce que je vous dis. Une des intervenantes a parlé dans le Vox Pop précédente de sa peur des dérives intégristes ou religieuses, je ne sais trop comment le dire, mais dans l'espace public. Donc, elle parlait de la charia. Un débat qui fait aussi rage chez les femmes, mais dans la société, c'est la question du voile, le port du voile. Donc, on va écouter un Vox Pop qui va parler de ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut être féministe et porter le voile? Je trouve ça difficile. La question du voile, je trouve ça complexe. J'ai de la misère à concilier les deux. Oui, je le pense vraiment parce que je connais des femmes. Ma petite sœur, par exemple, elle porte le voile, mais c'est une fille qui est plus féministe que moi, qui tient vraiment à ce que ses droits soient respectés. Dans un sens, porter le voile, c'est se cacher, mais en même temps, le féminisme, c'est montrer que tu as un droit, tu as aussi tant le droit d'être ici, de choisir ce que tu veux faire, ce que tu veux porter, manger, peu importe. Donc, pourquoi est-ce que tu te ferais dicter par une religion ce que tu devrais porter? Je pense que le voile est un signe de religion et donc je ne vois pas de problème par rapport à ce que vous venez de mentionner. Alors, une question délicate, on s'entend là-dessus. Peut-on être voilée et féministe? On a entendu une réponse tout à fait étonnante d'une jeune fille qui dit « Moi, je ne le porte pas, mais ma sœur qui le porte, elle défend beaucoup mieux ses intérêts que moi. » Qu'est-ce que ça suscite? Comme on est devant un paradoxe, là. Françoise? On va régler ça en 4 minutes. Oui, allons. 4 minutes? OK. C'est sûr, j'aurais presque envie de dire non, mais je suis obligée de dire oui parce que j'en ai rencontré. J'ai rencontré des femmes portant le voile. Je parle pas le niqab, burqa, des femmes à visage découvert. Et féministes. J'en ai rencontré dès 1995 à Beijing, au Forum international des femmes, à ma grande surprise.
et elles étaient vraiment féministes. Tout comme il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des religieuses québécoises appartenant à une église qui est pas mal patriarcale, merci, et féministe. Alors, après, on peut discuter Il faut bien enlever des toutes choses. nos étiquettes. Hein? Mais oui, on peut être féministe et porter le voile, ça, j'en suis convaincue. Le Conseil a pris position contre le port du voile dans l'administration publique et la Fédération des femmes du Québec a pris la position inverse, donc contre l'interdiction. C'est comme deux visions qui s'opposent. Pourtant, vous voulez toute l'égalité, ou on est toutes pour l'égalité des hommes et des femmes. Mais moi, j'ai une question pour vous. Concrètement, est-ce que la position du Conseil est viable, d'après vous? Écoutez, c'est une très bonne question. D'abord, je crois, comme Françoise, qu'on peut en effet être féministe et porter le voile, parce qu'on fait la distinction entre porter le voile dans la société civile et porter le voile quand on est fonctionnaire. C'est une position de principe qui dit que l'administration publique doit être laïque et que tout signe religieux ostentatoire, donc visible, doit être éliminé de la fonction publique. Donc, en ce sens-là, c'est une position de principe qui tient sur des bases assez solides, qui est de dire que le voile, notamment, est un symbole de soumission, est un symbole. On ne peut pas juste réduire le voile à une question de choix individuel. C'est un symbole de soumission à l'homme en général, et dans des pays entiers, on oblige les femmes à porter le voile. Alors on ne peut pas, pas déconnecter, si vous voulez, cette réalité politique internationale du voile ici, porté souvent plus librement par certaines femmes. Vous y voyez une forme de solidarité, quelque part? C'est-à-dire que dans cette position, c'est une forme de solidarité avec les autres femmes. C'est de dire que le voile ne peut pas être réduit à cette idée de porter le voile pour se soumettre à Dieu et par choix individuel. C'est devenu un symbole de soumission à l'homme, et c'est surtout un symbole souvent de soumission dans certains pays très intégristes. Les femmes sont obligées de porter le voile. Alors on ne peut pas ignorer ça quand on discute du voile dans la fonction publique. D'un autre côté, on sait que pour intégrer les femmes immigrantes, il faut qu'elles travaillent. Parce que quand on travaille, on se construit un réseau, on a des amis, on se fait des contacts, on apprend la langue du pays d'accueil, on apprend la vie en société. Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu contre-productif? Alors, écoutez, c'est une question très difficile. Je ne prétendrai pas ici que la position du Conseil couvre toutes ces situations de figure. Oui, il y a du travail dans la fonction publique, et oui, c'est une question sur laquelle je me suis vraiment interrogée, parce qu'en effet, j'imagine, on coupe du marché du travail, d'une certaine partie du marché du travail, ces femmes qui, quand même, dans certains cas, peuvent enlever le voile, parce que souvent, le voile, ça fait partie de ce que l'homme, dans la famille, demande à la femme. Ça vient du privé. Oui, ça vient de la sphère privée, et souvent, il y a une certaine pression pour que la femme porte le voile. Alors, si on envoie un message clair en disant, dans la fonction publique, il n'y a pas de voile, oui, elles peuvent ne pas venir, mais elles peuvent aussi se dévoiler. On ne sait pas comment ça va finir. Alexa, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une relation complexe, hein, et on connaît pas très peu les femmes finalement qui portent le foulard. Et c'est très rare que c'est elles qui parlent. Justement. Et donc, une des choses que je dirais, c'est que bien sûr, il y a des féministes qui portent le foulard et d'autres qui le portent pas. D'autres, il y a vraiment de tout. Tous les cas de figure. Et ce que je dirais, c'est que le droit au travail a été une des décisions, une des raisons qui a motivé la position de la FFQ. On pense que, tout comme l'école publique est le lieu d'intégration des enfants dans un espace commun pour réfléchir de façon critique aux valeurs de la société, on a pensé aussi que dans le domaine du travail, c'est important que des femmes aient de l'autonomie économique, et que l'autonomie économique fournit des choix par ailleurs à plein d'autres niveaux. Donc c'est pour ça d'abord et avant tout qu'on a voulu prendre la décision qui fait la distinction entre l'institution laïque, pour laquelle on a une position claire pour la laïcité de l'État, mais on ne cherchait pas à l'imposer à chacune des travailleuses qui travaillent dans l'institution. Puis on crée également une sorte de deux poids, deux mesures. Par exemple, des femmes ou des hommes qui porteraient le croix, est-ce qu'on va appliquer ça à elles et à eux de la même manière qu'on va l'appliquer par rapport aux personnes aux femmes qui portent le foulard? Donc, on ne veut pas créer une sorte de laïcité à deux vitesses. Oui, mais la croix ne cache pas une partie du corps. Est-ce que vous permettez? Moi, je crois que la question qui se pose est la suivante. On oublie le voile. Est-ce qu'on peut poser la question du féminisme et de l'égalité des sexes dans un cadre religieux?
est-ce qu'on peut la poser dans un cadre religieux? C'est une stratégie, et je dis bien une stratégie, c'est une stratégie qui s'applique beaucoup à des pays où le référent religieux est le référent identitaire principal. C'est-à-dire que pour avoir une légitimité, les féministes doivent donner une légitimité théologique à leur discours. Sinon, elles n'ont C'est leur stratégie. C'est une stratégie. Elles n'ont aucune prise sur la société civile qui est religieuse. Et là, je parle des musulmans, des juifs. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce qu'on peut la poser, cette question-là, dans un cadre religieux? Dans des sociétés comme les nôtres, où les croyantes et les citoyennes peuvent cohabiter, mais est-ce qu'elles peuvent cohabiter dans une lutte féministe, surtout dans une société où les croyances sont multiples? Et à partir de quand la croyante doit, où la citoyenne s'efface devant la croyante. La lutte pour l'égalité est indissociable de la lutte pour la liberté. On sait que certaines religions, la plupart, sont parfois liberticides. Qu'advient-il de la croyante quand elle pense le féminisme à l'intérieur de son cadre religieux, mais elle ne peut pas aller à l'encontre de sa foi? Je pense à des questions comme l'avortement, l'homosexualité, etc. Donc c'est ça la vraie question. Ce n'est pas uniquement la question du voile. Je pense que la question est beaucoup plus générale. Mais là-dessus, je vais vous ramener à un côté plus pragmatique. Par exemple, dans une école primaire où les enfants ont le même prof toute l'année, est-ce que l'idée d'avoir une prof voilée et qui porte peut-être la grande robe, parce que souvent ça s'accompagne d'une robe et tout très, très fermé, est-ce que ça fait partie des valeurs qu'on veut transmettre? C'est-à-dire que toute l'année, les enfants vont être influencés par cette vision d'une femme voilée et ma foi, je ne suis pas sûre que c'est compatible avec la laïcité de l'enseignement. Tout en disant ça, je comprends que cette femme a besoin d'un travail, a besoin d'un emploi, mais à vrai dire, dans certains domaines particulièrement, et je pense à l'enseignement, au primaire, je trouve que ça peut être problématique. Je vous réponds je m'excuse, j'aimerais ça faire parler Françoise aussi, qui n'a pas parlé encore, et après on va conclure. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, parce que dans ce domaine-là, il faut être tellement clair, pour moi aussi, le voile, comme n'importe quelle règle que des églises généralement patriarcales essaient d'imposer aux femmes, est un signe de soumission. Et c'est, oui, une manière d'inférioriser les femmes. Ça, je l'ai écrit, je l'ai dit et je le redis. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai absolument pas réglé tout ce problème de toutes ces femmes vivant au Québec, étudiant dans les écoles publiques ou privées, allant au cégep, à l'université et réclamant un emploi. Un emploi, une profession. Elles veulent gagner leur vie, elles veulent donc être autonomes financièrement. Et moi, j'ai appris à travers mes 35 ans de féminisme que souvent, l'autonomie financière, c'est le passeport pour la liberté. C'est ce qui te permet, à un moment donné, justement de tenir tête à ceux qui veulent t'opprimer. Et peut-être aussi de changer des attitudes, des comportements, même de modifier ta propre façon de vivre. Et je voudrais juste rappeler, je sais que je n'aurai pas de vote là, en disant ce que je dis là, mais c'est pas grave. Je veux quand même le rappeler. Il y a 500 000 emplois qui sont en jeu pendant qu'on est en train de discuter de ça. C'est pas seulement la fonction publique. On parle du public, du parapublic, des ministères. On parle même des services de garde. C'est 500 000 emplois que l'on interdirait à toute personne, homme ou femme, portant un signe religieux. Moi, je trouve que ça demande réflexion. Une observation peut-être par rapport à la remarque de Julie. Est-ce qu'une enseignante peut porter un signe religieux? Idéalement, dans une société sécularisée comme la nôtre, un citoyen, quand il fait affaire avec un fonctionnaire, que ce soit dans une école ou ailleurs, il veut faire affaire à un fonctionnaire, pas à un croyant ou à une croyante. Et dans ce cas-là, ni les foulards, ni les turbans, ni les kippas, aucun signe religieux ne devrait être toléré. Et là encore, ce sont tous les signes religieux. Tout à fait. Mesdames, je vous remercie beaucoup pour cette discussion et pour ces débats. Merci. Merci. Dans le prochain Vox Pop, on va voir ce que les gens ont à dire sur le rôle des hommes dans le sujet de l'égalité des hommes et des femmes. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est un homme féministe pour vous? C'est un homme qui reconnaît ses valeurs féminines. Ben, moi, je trouve que le féminisme a pris trop d'ampleur parce que les hommes ne savent plus où ils en sont. J'ai trouvé ça très difficile à plusieurs moments d'être catégorisé systématiquement dans
la classe homme avec toutes les espèces de contraintes que ça représente, là, de devoir représenter le mythe de la virilité, de devoir l'incarner à tout prix. Donc, est-ce que le mouvement féministe devrait agir pour inclure plus d'hommes? Selon moi, le mouvement féministe devrait juste s'adresser à tout le monde. Pas nécessairement se concentrer sur les hommes, mais vraiment être accessible et s'adresser à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être un homme et d'être féministe? Oui, absolument. Parce que être féministe pour un homme, ça le fait grandir. Et qu'est-ce que ça apporterait d'avoir ce regard d'homme dans le mouvement des femmes? C'est certain que si il y a des hommes impliqués dans le mouvement, ça peut aider à rapprocher les deux côtés. Différents points de vue sur la place des hommes dans le débat sur l'égalité. Pour parler de ça, j'ai de nouveaux invités. Francine Descaries, vous êtes directrice scientifique du réseau québécois en études féministes. C'est bien ça. Christian Nadeau, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Bonsoir. Myriam Famy, vous êtes directrice des projets éditoriaux à l'Institut du Nouveau Monde. Bonsoir. Et Claudette Carbonneau, vous étiez présidente de la CSN et responsable du comité femmes. Tout à fait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Donc, Francine, je vous lance là-dessus. La place des hommes dans le débat sur le féminisme. C'est une question, je pense, qu'il faut moduler. Hein? Oui. Je ne pense pas qu'on puisse dire il faut que les hommes soient là et on ne peut pas dire non plus il faut exclure les hommes. Alors, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en termes de que peuvent nous apporter les hommes aussi ou que peut apporter le féminisme aux hommes. Et en ce sens-là, je dirais que pour ma part, je considère que les hommes doivent être alliés du mouvement des femmes, mais je fais une distinction aussi entre le mouvement des femmes et les groupes de femmes. Parce que la question est souvent posée en termes de mixité ou de non-mixité du groupe des femmes. Je pense qu'il y aura absolument pas de possibilité d'avoir une libération des femmes sans la collaboration des hommes. Mais cette collaboration-là, elle est à plusieurs titres. C'est aussi qu'ils doivent se reconnaître comme les privilégiés de la société. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile à faire, même si on se dit pro-féministe. Christian, qu'est-ce que vous pensez comment est-ce que les hommes peuvent participer justement au débat sur le féminisme ou sur l'égalité? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs points en commun là, dans ce que je veux dire avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que d'une part, le féminisme, il faut le voir essentiellement de manière, disons, je ne dirais pas négative, mais comme une forme de combat contre des formes de domination. Donc à partir de ce moment-là, tous les combats contre les formes de domination sont le fait de l'ensemble de l'humanité. Donc qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change absolument rien. Donc ça signifie essentiellement qu'à partir de ce moment-là, il est tout à fait absurde, que ce soit pour un homme ou une femme, de se dire contre le féminisme, à moins d'être contre des formes d'égalité. Ensuite, la question est, si les hommes doivent participer, étant donné ce combat pour l'égalité, ça ne doit pas les mettre eux-mêmes dans une situation de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas, et c'est là, disons, le caractère, disons, de moduler le rôle des hommes à l'intérieur des luttes féministes, c'est-à-dire que ceux-ci doivent accepter que dans des formes d'organisation, par exemple, leur participation est conditionnée au fait qu'ils ne doivent pas tirer profit de ce rôle qu'il aurait, disons, imparti pour prendre le pouvoir, mais sous prétexte d'une bonne cause. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est-à-dire que des hommes qui vont se dire féministes, mais en même temps vont avoir un ascendant sur des mouvements tels que, graduellement, on a l'impression qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire c'est au nom du féminisme que des hommes vont exercer une soi-disant lutte féministe, en disant, par exemple, aux femmes ce qu'elles devraient penser, ce qui m'apparaît complètement absurde. Pour de vrai? Vous avez vu ça? Je vous donne par exemple dans le mouvement étudiant, notamment, j'ai vu des hommes, lorsqu'il s'agissait par exemple du droit de parole, c'est-à-dire du tour de rôle dans les droits de parole, des hommes dire aux femmes, des femmes qui disaient « je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce principe », des hommes disaient « oui, mais il arrive que les femmes ne se rendent pas compte de leur situation de domination », ce que je trouve extraordinairement condescendant. Claudette, vous avez travaillé avec des hommes? Oui. Comment ça se passait, le thème de la mixité, par exemple, leur rôle Écoutez, le mouvement syndical a une position tout à fait particulière, dans le sens où, par définition, ce sont des organisations qui sont mixtes.
Par contre, historiquement, les comités de conditions féminines n'ont toujours été composés que de femmes. Cependant, elles établissaient une analyse, faisaient des propositions, et là, on revenait dans les instances. Et en bout de course, c'est l'instance qui dégageait les mandats. Or, moi, je considère avoir connu le meilleur et le pire là-dedans, dans le sens où, oui, il y avait des interactions avec les hommes qui pouvaient être extrêmement porteuses. Mais moi, quand je fais une réflexion là-dessus, je me dis, avant de poser la question, ça doit-tu être mixte? Ça doit pas être... Est-ce que ça ne doit pas être mixte? Moi, je trouve que la première question qu'il faut se poser, c'est sur quel projet on veut travailler. Dans le sens où, au Québec, on avait eu, par exemple, au tournant des années 2000, une volonté de faire disparaître, par exemple, le Conseil du statut de la femme pour amener à travailler sur l'ensemble des inégalités. Ça, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je pense que la situation des femmes, elle est pas plus importante, pas moins importante. Ce n'est pas à ce niveau-là que je la situe. Elle est différente, elle est spécifique et on a encore besoin d'avoir un regard parfaitement orienté sur cette question-là. Que les hommes connaissent des difficultés, j'en suis, c'est leur rôle d'un État de s'en occuper. D'ailleurs, dans le Vox Pop, il y avait quelque chose de très intéressant. Le jeune homme qui nous disait « Ouais, moi, je me sens pas toujours très bien dans les rôles sociaux. » Et c'est précisément au cœur du combat des femmes que de changer les rôles sociaux, de nous sortir de ce carcan-là. Oui, mais et de ce côté-là, il faut que les garçons soient présents, alors. Tout à fait. Donc, dépendant des sujets. Justement, la division sexuelle des rôles, là, ça ne peut pas avoir juste des incidences sur les femmes et pas sur les hommes. Voyons, Myriam, qu'est-ce que vous pensez de ça? Claudette m'enlève les mots de la bouche. En fait, je voulais prendre un pas de recul et avant de parler de la présence des hommes dans les instances des mouvements féministes, je me suis posé la question, jusqu'où veut-on améliorer la condition des femmes? On veut l'améliorer jusqu'à l'atteinte de l'égalité. Et il me semble que là où on est rendu, on ne peut pas progresser vers l'égalité sans inclure les hommes. Parce que, pour reprendre vos mots, on est, je crois, rendu à un point où est-ce qu'on doit transformer les rôles sociaux. On ne peut pas demander aux hommes de changer si on ne les inclut pas dans la discussion, dans le dialogue. Je crois qu'ils ont une part de responsabilité dans les progrès qui restent à faire et il faut donc les avoir avec nous autour de la table. Cela étant dit, je crois dur comme fer qu'il ne faut pas abandonner les programmes spécifiques pour les femmes. Je ne pense pas non plus qu'il faut arriver à une symétrisation des questions féministes et des questions masculinistes, loin de là. Mais je pense qu'il faut inclure les hommes dans la discussion. Et j'aimerais prendre un exemple qui me semble très patent. Les hommes ont, depuis quelques années, par la loi, le droit de prendre un congé parental uniquement pour eux. Et il y a de nombreux milieux de travail où les hommes ne le prennent pas, tout simplement parce qu'il y a une pression sociale, il y a une pression dans le milieu de travail, c'est mal vu. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse aider ces hommes-là par toutes sortes de mécanismes pour qu'ils puissent justement prendre la place qui leur revient dans la sphère privée en se prémunissant de... Mais est-ce que c'est possible pour les hommes? Parce qu'on ne se le cachera pas. Là, moi, j'ai parlé à plusieurs féministes depuis plusieurs années et je trouve que la mixité, c'est un tabou. On ne peut pas en parler dans le mouvement des femmes. C'est toujours vu comme une espèce d'usurpation ou de remise en question trop profonde. Alors qu'au fond, il s'agit d'aménager des espaces peut-être mixtes, au fond. Ceci dit, je comprends très bien que les craintes qui sont liées à ça, c'est-à-dire que personne n'est contre la vertu. Donc on dit ça ne coûterait rien, on va ouvrir davantage, etc. Et je peux très bien comprendre qu'après des siècles et des siècles d'oppression, des femmes disent d'accord, mais avec certains garde-fous. Et c'est ces garde-fous qu'il faut discuter essentiellement. C'est-à-dire il faut voir si ce sont des faits, des tabous, ou si ce sont simplement, disons, des formes de protection pour éviter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par la porte d'en arrière, en fait, il y a une nouvelle forme de domination masculine. Je comprends. Francine? Moi, je crains un peu que notre débat sur la mixité nous amène tout de suite à parler des problèmes des hommes. Et dans ce sens-là, c'est ce qu'on a fait ici.
Et d'autre part, il ne faut pas voir la non-mixité comme un rejet ou une lutte. La non-mixité, c'est un mode d'organisation. Et c'est une façon, si tu veux, de permettre aux femmes de prendre une parole politique et de faire valoir aussi. Mais ça l'a été beaucoup dans les dernières années, et ça a été ce qui a construit le mouvement. Mais aujourd'hui, on est peut-être un peu ailleurs, non? Moi, je pense qu'on vit sur l'illusion de l'égalité déjà là. Je pense qu'en ce moment, Non, je ne suis pas du tout... Moi, je ne pense pas qu'elle est là, l'égalité. Oui, mais on crée une impression qu'on est désocialisé du féminin et du masculin. Or, on ne l'est pas. Le sexisme est encore là. Les masculinistes se trouvent toutes sortes d'arguments. Mais Francine, on ne parle pas des masculinistes. Là. Non, je sais. C'est pas du tout dans la réflexion. Je parle des hommes qui ont envie d'une égalité. Mais ça, c'est différent. On peut aller chercher des alliés, on peut chercher des alliances, on peut chercher des moments communs, ponctuels. Mais l'idée de dire que on va discuter des problèmes des hommes à l'intérieur du mouvement féministe. Ce sont des problèmes d'hommes. Des problèmes d'égalité. Ils peuvent aussi s'organiser entre eux. Le problème d'égalité, ce n'est pas un problème d'égalité. Le problème, c'est un problème d'inégalité. Et l'inégalité, elle est dans le rapport de sexe, elle est dans la domination, elle est dans le sexisme, elle est dans la reproduction de stéréotypes, de façons de faire, de façons de vivre. Donc, moi, je pense que jamais on arrivera à l'égalité, effectivement, en l'absence de la collaboration et du désir des hommes. Par contre, ce qui m'apparaît toujours vrai, c'est, disons, une forme de sensibilisation des hommes aux problèmes de domination que vivent les femmes. Parce que pour beaucoup d'hommes, essentiellement, ils ont encore une vision... Moi, je me souviens, les premières années où j'enseignais le féminisme, c'était assez fascinant de voir que je pouvais enseigner n'importe quelle théorie politique. Là, en gros, on jouait le jeu de l'exercice, mais dès qu'il s'agissait de la question féministe, tout à coup, je me retrouvais avec des préjugés énormes. Je me disais, c'est quand même bizarre. C'est comme un manque d'éducation, un manque de connaissances. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces dernières années, alors ça n'a rien à voir avec les succès de mon enseignement, puisque ce sont différents étudiants, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où il y a une plus grande sensibilisation, notamment chez les étudiants, aux enjeux féministes, alors ensuite, on est prêt à jouer le jeu au moins. C'est-à-dire, on est au moins prêt à prendre en considération les problématiques propres aux femmes, puis à être beaucoup plus sensible à ce type de problématiques et donc d'y réfléchir. Et ça, c'est le premier pas qui m'apparaît toujours vrai. C'est-à-dire, il y a un travail d'éducation qui peut passer notamment par la mixité. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas contre la mixité, seulement à certains moments et dans certains endroits. C'est ça, si je comprends bien? C'est impossible d'être... On ne peut pas être contre la vertu. Voilà, c'est ça. De toute façon, on a besoin d'elle. Je vous remercie. Alors, on a vraiment là une vision, je trouve, très souple, si on veut, de ce sujet-là. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, je pense, sur la place des hommes qu'ils peuvent prendre dans les débats féministes. Merci beaucoup. Merci. Alors, allons à un prochain Vox Pop où on va trouver ce que les gens nous disent sur la relève du féminisme et sur l'image qu'ils ont du féminisme. Allons-y. Quelle image vous avez du féminisme? Je trouve ça important, qu'il faut avoir des valeurs qui promeuvent les droits de la femme et la place de la femme dans la société. Mais il ne faut pas que ça soit excessif, dans le sens que moi, je serais plus pour une vraie égalité des hommes et des femmes. Je suis un peu comme Oriane, je suis un peu plus pour le féminisme et le bon féminisme, quoi. D'après moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui croient que le féminisme, c'est des femmes qui pensent juste que les femmes sont meilleures que les hommes. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est un mouvement qui intéresse les jeunes? Présentement, non. Mais les jeunes ont grandi dans le féminisme. Et ils sont arrivés avec déjà les notions étaient acceptées. C'était plus facile. Alors, ils n'ont pas eu besoin de se battre comme les féministes de ma génération. On était plus prêtes à se battre, mais je pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui prennent leur place de façon peut-être plus positive. Mais je crois encore qu'il y a du monde qui ne comprennent pas ça puis qui disent que le féminisme, c'est comme un pouvoir trop poussé. Mais je pense que si on continue à en parler aux gens, là, comme, surtout aux jeunes hommes là, qui pensent qu'eux sont puissants, là, je pense que c'est important de montrer que nous aussi, les femmes, on peut être aussi puissants qu'eux. Alors, question d'image.
page question de relève féministe. Je vous présente mes invités. Donc, Julie, on vous retrouve pour ce débat. Véronique Desèvres, donc, excusez-moi, je vais le lire parce que vous avez un long titre. Vous êtes première vice-présidente au Conseil central de Montréal métropolitain à la CSN. Vous êtes responsable du dossier à la condition féminine, donc comme Claudette, mais quelques années plus tard. Oui. Léa Strelinski, vous avez réalisé les Vox Pop, merci d'ailleurs, et découvert ce que le public pense, en fait, du féminisme. C'est intéressant. Vous êtes chroniqueuse à la première chaîne de Radio-Canada, blogueuse à Voir et à Canal Vie. Ouais. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, vous êtes avocat, vous êtes vice-président de Délégatus, président et cofondateur de Génération d'idées. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Léa, parce que vous avez réalisé ces Vox Pop pour savoir ce que les gens pensaient donc, du féminisme. Mais vous, qu'est-ce que vous pensiez du féminisme avant de commencer ces Vox Pop? Qu'est-ce que j'en pensais avant de les réaliser? Ben, enfin, même maintenant, là, mais comment vous voyez ça? Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui veut tout simplement l'amélioration de la condition de vie des femmes, de leur qualité de vie. Tout ce qui fait qu'une femme devient plus heureuse dans la société, dans son ménage, dans ce qu'elle est comme femme. Donc, c'est ce que je pensais. Puis, à ce titre-là, c'est sûr que quand on a commencé à se pencher sur l'avenir du féminisme et est-ce que ça intéresse les jeunes ou pas, pour moi, c'est sûr que ça intéresse les jeunes parce que les femmes veulent encore aujourd'hui être de plus en plus heureuses et être de mieux en mieux dans leur vie. Donc, peut-être que le mouvement ne prend plus les mêmes allures qu'il prenait. Sauf que, mine de rien, la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes aient une meilleure vie. Donc, ça intéresse encore les jeunes. Véronique, est-ce que vous pensez, vous, comme disent un de nos intervenants, il dit que les jeunes ont intégré les valeurs d'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je dirais que je suis d'accord parce qu'il y a quelqu'un dans le Vox Pop qui disait ils sont nés dans le féminisme. Moi, je suis née avec ces acquis-là. Je me suis pas battue pour avoir le droit à l'avortement, pour avoir la maternité, tout ça. Je suis arrivée avec ça. J'ai peut-être commencé à connaître et j'ai commencé à connaître le féminisme avec l'équité salariale, mais pour moi, c'était un débat de société. C'était pas un débat de féministe nécessairement. Okay. Et alors, je suis d'accord avec ça. Par contre, en voyant la condition des femmes, en voyant qu'il y a encore des inégalités, bien, je me suis dit, oui, c'est encore important, mais d'une autre façon. Peut-être, comme on le disait, pas nécessairement dans le débat, mais plus dans prenons notre place. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que Léa disait. Paul, est-ce que vous êtes donc vous avez cofondé Génération d'idées. Est-ce que vos camarades ont une image surannée du féminisme? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, une image stéréotypée ou enfin une image un peu dépassée? On l'entend un peu. Je crois que la partie progressiste du féminisme, à savoir améliorer les conditions de vie des femmes, favoriser l'égalité, a toujours autant de succès. Et tant qu'il y aura des inégalités, le sujet est d'actualité. La partie lutte ou de combat qu'on a entendu beaucoup depuis le début de l'émission, elle, peut-être, a moins de résonance dans la relève. Et peut-être, dans ce sens-là, il y a lieu de penser à une formule qui soit axée sur les réformes. C'est-à-dire qu'il y a des réformes, devant une égalité, il y a des réformes qui sont à portée de la main. Il y a des nations qui font mieux que nous en matière d'égalité homme-femme. Alors, lorsqu'on inclut tout le monde dans une démarche avec un résultat, quelque chose de constructif, peut-être que oui, ça a plus de popularité que l'approche classique que je ne critique pas parce qu'à l'époque, c'était ça qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, je constate que souvent, quand on arrive avec un discours plus constructif, où est-ce que personne se sent sur la défensive et tout le monde sent qu'il contribue à l'avancement de la condition féminine, les gens ont de la satisfaction. Donc, le féminisme a un avenir. C'est peut-être aussi l'approche là, qui est en train de se changer. Mais vous savez tous qu'on a beaucoup de difficultés avec ce mot féminisme. Là. Donc, il y a comme une aura un peu négative qui vient avec le mot. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Tout à fait, et je trouve ça vraiment très rafraîchissant et intéressant d'entendre nos jeunes parler, parce que c'est tout à fait ça. C'est cette idée, je crois, maintenant qu'il faut non seulement se battre contre et parler de ce qui ne va pas, mais essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux. Et je pense que le discours, ce qu'on m'a beaucoup dit, moi, quand je me suis promenée au Québec au début de mon mandat, c'est la victimisation. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ce discours de victimisation. Bien sûr, il n'est pas question d'arrêter de parler des questions comme la violence faite aux femmes, comme des questions vraiment profondes, mais on ne peut pas seulement tenir ce discours-là. On ne peut pas non plus tout expliquer par le patriarcat. Il y a des résidus de patriarcat dans notre société, mais quand même, le Québec
a profondément changé. Alors, on ne peut pas, par exemple, analyser les rapports familiaux à travers le patriarcat. Donc, il y a des théories qui doivent être rénovées, entre guillemets, qui doivent suivre le changement dans la société. Et je crois aussi qu'il faut non seulement parler de ce qu'il y a à faire, mais de parler de ce qui a été fait et d'apporter des nouvelles façons de faire. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de difficile, c'est que les prochains défis de l'égalité homme-femme, du féminisme, les défis sont plus sournois. Donc, ce n'est pas de dénoncer de la discrimination patente, c'est souvent de la discrimination subtile qu'on dit systémique. Et là où est-ce que je rejoins complètement les commentaires de Myriam Fahmy un peu plus tôt, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité pour venir à bout de problèmes plus subtils, plus complexes, comme l'absence des femmes sur les conseils d'administration, les inégalités salariales. Je pense qu'on a intérêt à vraiment avoir un discours le plus rassembleur possible parce que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi patent, je dirais. C'était aussi complexe à l'époque, mais c'est aujourd'hui des... Ça se pose d'une autre façon. Vraiment. Mais c'est vrai que c'est complexe aussi parce que, justement, si on lutte plus contre le patriarcat seulement, tout d'un coup, la caméra se tourne vers la femme. Et alors, c'est un petit peu comme vers les femmes. Oui, je sais, on ne peut pas dire la femme. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Non, c'est ça. Mais sauf qu'on se retrouve un peu avec la patate chaude entre les mains, dans le sens que c'est, OK, bien, si je ne me définis pas à travers, c'est-à-dire à l'inverse, en réaction à l'homme, alors je me définis seulement à partir de moi, seulement à partir de ce que moi je suis. Alors à ce moment-là, en plus, notre génération est venue au monde, c'est vrai, avec toutes les libertés. La question ne se posait pas. Moi, je me suis jamais sentie comme juste une fille. Ceci dit, alors, quelque part, je me retrouve avec toute cette liberté et puis le choix me revient et c'est à moi de dire, bon, mais qu'est-ce que je veux? Quel travail je veux? Quel genre d'homme je veux marier? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que... Et c'est sûr que la question devient plus complexe parce que tout d'un coup, on dirait que c'est plus facile de se libérer parce qu'on sait de quoi est-ce qu'on doit se libérer, on sait où sont les injustices, on les voit, on se sent opprimé, mais si... Je trouve que la question, aujourd'hui, il y a comme un vide parce que, justement, on ne sait plus trop à quoi avoir recours parce que la question devient beaucoup plus personnelle qu'elle l'était. Et je vous présente un prochain Vox Pop dans lequel on va parler des enjeux, justement, pour le futur, pour 2013 et après. Allons-y. Et qu'est-ce que ce seraient les prochains combats que les jeunes féministes devraient mener? Le marché du travail, l'égalité, continuer, parce que ce n'est pas encore acquis. Et au niveau des responsabilités politiques. La société se prive de la moitié de son intelligence si elle ne fait que faire en sorte que les hommes soient sur des conseils d'administration, par exemple. Les femmes ont un rôle important à jouer. On a une femme première ministre maintenant, mais ça suscite encore des questions et des sourires. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, il y a encore du chemin à faire. Il faut que ça devienne normal. Plus les femmes prennent leur place, plus il y a de la violence faite aux femmes. Alors, je dirais, ce que j'espère, c'est de voir une plus grande acceptation des hommes vis-à-vis l'affirmation des femmes. Il y a 50 ans, tu n'aurais jamais vu un homme en train de transporter son enfant pour aller à un rendez-vous chez le médecin. Alors, je pense que les choses s'améliorent, mais l'idéal, c'est vraiment comme 100% égalité, là, où est-ce qu'il n'y a pas du tout de préjugés. Les hommes ont certaines qualités, les femmes ont certaines qualités, promouvoir ces deux types et que ça soit complémentaire, en fait, au final. Je pense que ça soit dans la vie de tous les jours, dans la vie active, on est complémentaires et ça ne sert à rien d'en rabaisser l'un plus pour l'autre. Il faut atteindre un point où on va arrêter de se poser les questions. T'sais, quand on va atteindre le point idéal, on va arrêter de se demander si c'est idéal. C'est vrai que le sujet de la conciliation travail-famille, ça ramasse vraiment beaucoup de sujets liés à l'égalité et je pense que ça parle beaucoup aux jeunes. Est-ce que je me trompe, Véronique? Tout à fait. Moi, je pense que c'est ce que je voulais dire, c'est que dans la responsabilité familiale, puis on le voit dans le Vox Pop, l'homme qui dit on n'aurait pas vu ça il n'y a pas si longtemps. Et c'est ça, mais ça pose quand même encore des questions. Est-ce que c'est malgré tout encore la femme qui s'occupe de ces responsabilités-là, qui s'occupe de l'agenda? Le Conseil du statut de la femme va sortir ou a sorti une capsule sur justement cette question-là et on voit là-dedans un papa avec son enfant. C'est génial. Oui. L'enfant pleure, il le donne à sa conjointe. Je trouve ça hilarant parce que... On pourrait faire le contraire aussi. Oui. Je t'en ai parlé. C'est ça. Mais en même temps, on est encore là-dedans. Mais il y a du travail qui se fait collectivement, conjointement. Je pense qu'il y a un discours qui se fait d'égalité. Dire, on veut des enfants ensemble. Oui, le partage. Alors, moi, je trouve tout à fait d'accord. Et dans les milieux de travail, il faut que les deux puissent avoir la même
facilité de prendre ces congés-là. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, effectivement. Et en effet, les hommes progressent, là, prennent maintenant pas mal de congés parentaux, mais à peu près 5 semaines. Et il y a encore des résistances dans le milieu du travail, donc c'est des résistances à l'égalité. Mais je voudrais quand même dire, parce que je vous écoute, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que ces choix que vous avez et tout, c'est beaucoup plus. On a réussi il y a maintenant 60 des femmes, je le disais, à l'université. Maintenant, 40 de toutes les femmes ont un diplôme universitaire. Sauf que je ne voudrais pas qu'on oublie de penser à celles qui n'étudient pas longtemps et qui n'ont pas tous ces choix. Parce que le féminisme a davantage profité à une partie des femmes qu'à une autre. Et je vous dirais que quand les femmes sont confrontées à des choix, serveuses, vendeuses et tout, là, ça devient un peu plus difficile. Et même mère, parce que... Et même mère, là, quand on devient là mère. où est-ce que... moi, je dis que je suis née en 82, j'ai jamais eu l'impression qu'on me traitait comme juste une femme, mais sauf que quand je suis devenue maman... je suis dans un couple que j'estime complètement égalitaire, sauf que la manière de vivre la maternité et la manière de vivre la paternité, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par différent? Différent, mais c'est parce que notre manière de vivre, c'est-à-dire juste le fait de porter l'enfant, la manière que notre corps vit la maternité, la connexion avec l'enfant, le fait de se responsabiliser, de s'inquiéter plus, d'être plus angoissé, c'est juste... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne peut pas y avoir une égalité qui est... C'est vraiment... Il faut comparer une pomme avec une orange. Mais l'un n'est pas supérieur à l'autre ou moins bon. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut plus, à ce moment-là, être seulement dans de l'égalité. Il faut vraiment comprendre la complémentarité et donc la différence. Oui, mais c'est parce que souvent, le problème, c'est que, justement, puisqu'on différencie les gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas équitables. Voilà. Mais ils le sont. Rapport de force, c'est vraiment une complémentarité. Puis le féminisme a longtemps voulu neutraliser, si on veut, faire une espèce de citoyen universel qui n'existe pas et on se rend compte que finalement, on est des hommes, on est des femmes. Je pense que c'est un peu ça que vous dites. Oui, et juste pour revenir une seconde, donc ça, justement, il y a un choix à ce moment-là à faire. À partir du moment qu'on veut travailler et avoir un enfant aussi, la mère et le père ne vont pas vivre cette chose de la même manière. Oui, Paul, ce ne sera pas long. Je pense qu'il y a quand même un travail de mentalité et même législatif à faire à ce niveau-là, dans le sens que ce n'est pas seulement une question de choix. Les perceptions n'ont pas totalement changé par rapport au rôle du père et ça fait que l'employeur voit encore les hommes différemment que les femmes parce qu'il sait que l'homme ne prendra pas beaucoup de tâches familiales, donc sera peut-être plus dévoué, plus productif. Et tant qu'on n'aura pas changé, soit par des lois, soit par de l'éducation, cette perception différente à l'emploi, je trouve que c'est très grave parce que les femmes, on le voit, par exemple, moi je suis dans le milieu juridique, les femmes qui se rendent jusqu'au statut d'associé, elles sont très peu nombreuses alors qu'elles sont tellement nombreuses à avoir d'excellentes notes parce que on perçoit, elles ont plus de responsabilités familiales et on perçoit qu'elles seront moins disponibles en cause de ces responsabilités. Donc, l'enjeu, il est collectif, il n'est pas juste individuel. Il faut arriver par des mesures de l'éducation à ce que ces tâches-là soient assez justes pour que, du point de vue de l'employeur, il n'y ait pas de différence à l'embauche. Et ça, je trouve que c'est important. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, puisque moi, j'ai participé à l'étude que le Conseil des Montréalaises a fait sur l'ascension des femmes cadres à la Ville de Montréal. Et un des obstacles, c'est justement la question de la maternité qui dans la perception des cadres, se vit pas pareil. Alors, on ne travaille pas, dans le fond, la relève pour que des femmes accèdent à ces postes-là de la même façon, parce qu'on se dit... Qu'avec les hommes. Oui, parce que de toute façon, elle va partir. Alors, ça rejoint ce que Paul dit. Tout à fait. C'est là où il y a encore une injustice, c'est que, mine de rien, les femmes intègrent un milieu et un cadre de travail qui a été pensé, rêvé par des hommes, qui a été fabriqué par des hommes encore de nos jours. Donc, c'est là où les femmes doivent prendre leur place et arriver avec leurs enjeux et dire, ben moi, je m'excuse, mais je vais être mère et être femme de carrière, puis c'est de même que ça va. Et développer des nouveaux modèles, finalement. Oui, voilà. C'est ça, des modèles de femmes qui ne font pas que leur carrière, mais qui aussi prennent du temps, sans doute, avec leurs enfants, des modèles. Ça ne peut pas être que le modèle masculin sur lequel on se plaque. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des modèles de femmes qui réussissent à concilier travail-famille, et ça, c'est pas simple. Est-ce qu'une des solutions, ce serait qu'on exige par une loi, par un règlement, une parité dans les entreprises pour les conseils d'administration? Parce que ce n'est pas le cas en ce moment. On a de la parité dans les sociétés d'État, on a une parité naturelle, organique, disons, en politique, une parité grimpante, là, mais je veux dire, on y arrive tranquillement, mais dans les entreprises privées, dans le secteur privé, ce n'est pas du tout le cas.
Ça tombe en bas de 15 Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Nous, on n'a pas pris position pour les quotas au Conseil du statut. Pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est allons-y avec des mesures incitatives. Mais j'aimerais entendre l'opinion des autres là-dessus. Est-ce que vous seriez pour ça? Ce qui est clair, c'est que les quotas marchent. Toutes les études à travers le monde montrent que dans les pays où on a imposé des femmes, ça marche. Mais est-ce qu'ici, ça doit être la façon de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais me risquer une réponse et je n'engage pas mon organisme. Parce que, parce que c'est... Pour le moment. Pour le moment. Parce que le débat va se refaire. Mais la question, moi, je suis un peu d'accord avec le quota. Actuellement, on parle d'égalité. Il y a plein de choses. Puis on le voit, là, on a des trucs juridiques d'égalité, tout ça. Mais encore, l'égalité de fait, il y a encore un peu... Ça prend encore du pushing pour qu'il y ait des choses qui changent. Et sur ce sujet-là, pour les conseils d'administration, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix de forcer le jeu. Est-ce qu'on a besoin de le forcer pour tout le temps? Non. Moi, je pense qu'on a besoin de forcer, pas nécessairement 50-50. Est-ce qu'on peut aller chercher une zone de parité? Moi, je suis plus... Non, ça ne change pas parce que on dit les milieux de travail ne changent pas. Alors, pourquoi que les dirigeants changeraient? Et là, je ne veux pas faire un débat de génération, mais dans les conseils d'administration de grandes sociétés, c'est encore des personnes avec beaucoup d'expérience, mettons. Donc... Vieux hommes. Bon, OK. Alors, Mme Deschênes l'a dit. Alors, moi, je pense qu'il faut forcer le jeu parce que même nous, comme jeunes, qu'on a des idées, qu'on peut l'amener, on n'est pas... Non, on ne peut pas le faire. Alors, on peut pas les mettre en action. J'aurais tendance à dire, moi, je pense aussi qu'il faut forcer le jeu si jamais on voit qu'il n'y a pas un changement assez rapide ou assez acceptable. Et si jamais, parce que le contre-argument, c'est de dire, bien, les femmes n'ont pas besoin de ce genre de mesures, on peut faire sa preuve soi-même. Ouais. Ben, pourquoi ne pas le rendre mixte? Donc, dire, dans un conseil d'administration, il y aura 40 minimum, et que ce soit homme ou femme. Oui. Et donc, là, on plaide pour la mixité. Donc, il n'y a personne qui se sent... mais je pense qu'en effet, si après plusieurs années, le résultat n'arrive pas, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et juste s'assurer du résultat. Eh bien, Paul, vous aurez eu le dernier mot ce soir. C'est déjà la fin de l'émission. On est obligé d'arrêter. On pourrait continuer encore longtemps. J'espère qu'on va le faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités. Merci à vous en studio. Continuez à nous envoyer vos messages. Je voudrais dire un mot pour remercier nos partenaires, le Conseil du statut de la femme, le Secrétariat à la condition féminine, le Fonds de solidarité, la CSN et bien sûr le Canal Savoir. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt.